Bonjour ou bonsoir à vous tous. Vous êtes dans le Monde en 7 et nous sommes le samedi 28 décembre 2019, dernier numéro de l'émission Le Monde en 7 pour cette année. Nous allons revenir sur 4 sujets, 2 en page internationale, des sujets qui ont dominé l'actualité. La question du franc CFA à l'écho, nous en parlons encore aujourd'hui. S'agit-il d'un simple habillage ou d'un nouveau présage? C'est la question qu'on se posera. On ira également en Côte d'Ivoire évoquer la situation de Guillaume Soro qui se retrouve dans de beaux draps. Et puis en seconde partie, on va évoquer le Togo, l'enrôlement des Togolais de l'extérieur. La montagne annoncée n'a accouché finalement que d'une souris. Nous resterons toujours dans le cadre de la présidentielle pour parler du dépôt des dossiers de candidature qui a démarré depuis hier vendredi. Pour évoquer tous ces sujets, autour de moi, 3 invités. Abel Hezouyaou Badassé, coordonnateur national du Parti du Peuple et de l'Intégrité PPI. Monsieur Badassé, bonjour. Bonjour Monsieur Samuel et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Face à vous, Eric Johnson, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Bonjour Eric. Bonjour Samuel, bonjour chers amis téléspectateurs de New World TV. Et Kofi Nayot Kondo, juriste et analyste politique. Bonjour Monsieur Kondo. Bonjour Samuel. Merci d'être notre invité. Nous commençons avec la question qui a fait couler énormément d'encre et de salive ces dernières années, ces derniers mois également. Il s'agit donc de la question de la monnaie. Le franc CFA va passer désormais à l'écho. C'est l'annonce qui a été faite à Abidjan en fin de semaine dernière lors de la visite du président français Emmanuel Macron aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, annonce jugée historique par beaucoup. Nous allons suivre ensemble dans ce reportage le résumé de cette annonce. C'est une annonce qui a le mérite de réjouir particulièrement une jeunesse panafricaine plus engagée récemment sur les questions économiques historiques. Le franc CFA sera bientôt hors circuit en Afrique de l'Ouest. La nouvelle a été révélée ce 21 décembre à Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron en visite en Côte d'Ivoire. La monnaie utilisée depuis l'époque coloniale par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale sera remplacée par une nouvelle monnaie dénommée ECO en 2020. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. En parlant d'une relation décomplexée entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron a aussi appelé à bâtir une nouvelle page après le colonialisme qui fut une faute de la République. Considéré comme l'un des vestiges de la France-Afrique, le franc CFA, né en 1945 sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique, utilisé depuis l'époque coloniale par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, est très critiqué ces dernières années par la jeunesse africaine. L'ECO, qui verra le jour en 2020, va remplacer le franc CFA dans 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Alors voilà donc dans le fond cette réforme annoncée. Les 3 annonces majeures, c'est donc le changement de nom. Le CFA va devenir l'ECO. Ensuite, il y a la fin du dépôt des réserves de change en France. La BCEAO n'aura à l'avenir plus l'obligation particulière concernant donc le placement des réserves de change auprès de la Banque de France. Et puis, il y a la gouvernance. Il n'y aura plus de représentants français dans les instances de la
BCAO. Eric Johnson, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est historique, cette annonce? Alors, il faut déjà partir de ce que c'est que la monnaie. Il faut comprendre que la monnaie, c'est un instrument d'échange entre les citoyens ou entre des habitants d'un espace monétaire. Et si aujourd'hui les chefs d'État décident de passer du CFA à l'éco, c'est certainement parce qu'il y a un souci avec le CFA. Alors, c'est quoi ces soucis et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'éco? Les gens qui estiment que si c'est une bonne chose ont toutes leurs raisons de se dire que le CFA reste quand même une monnaie coloniale, c'est-à-dire qu'avec cet arrimage avec le franc français, avec la présence des administrateurs français dans la banque centrale qui gère le franc CFA, et si ces gens pensent qu'avec ce que vous avez énuméré comme les trois principales raisons, comme le changement de nom, la fin du dépôt de réserve, de change et puis la gouvernance. Si ces trois raisons sont écartées, je crois que ces gens-là, je les soutiens. Par contre, si nous prenons le CFA, c'est une monnaie qui est utilisée uniquement par 8 pays de la CEDEAO. Donc, les 7 autres pays, puisqu'ils sont 15 États dans la CEDEAO, les 7 autres pays ont leur propre monnaie. Et cela pose un problème de convergence. Et il faudrait que tout ça là soit bien planifié et que les petits soucis soient résolus avant qu'on passe à l'éco. Donc, ceux qui critiquent également cette façon de faire de nos chefs d'État, de faire des annonces et de donner une date limite du passage du CFA à l'éco, je crois que ceux-là aussi ont leur raison. Et donc, on va aller en profondeur de cela. Abel Badassé, vous avez le même sentiment d'être en train de vivre un moment historique? Oui, vraiment, c'est un moment historique pour les pays qui utilisent le franc CFA. Et tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux qui ont œuvré. Notamment, je fais appel à Kako Nogopo, au Premier ministre Kémy Séba, tous ceux qui ont œuvré pour que l'Afrique puisse avoir son indépendance économique. Alors, la monnaie est un outil indispensable pour le développement. Et donc, nous ne pouvons pas traîner une monnaie et avoir utilisé une monnaie qui traîne notre passé colonial. Et surtout que c'est un passé douloureux. Donc, nous savons que le franc CFA a été longtemps objet de frustration de la part de beaucoup d'Africains, surtout dans la zone CFA. Et c'est pourquoi nous saluons déjà cette prise de décision de la part des chefs d'État de l'UEMOA et de la France qui ont ensemble décidé de mettre fin à cette forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, nous sommes restés dubitatifs. Nous disons, c'est vrai, c'est un début, mais nous attendons que tous les mécanismes annoncés puissent entrer en application pour que nous puissions applaudir. Mais tout d'abord, il faut être déjà positif. C'est un début. Le fait de mettre fin déjà à cette monnaie, le franc CFA, c'est un début. Nous attendons les mécanismes qui vont suivre pour que nous puissions réellement avoir le contrôle de notre monnaie. Alors, Kofi Kondo, il y a le professeur Kako Nogopo qui avait fait un tweet pour saluer justement un moment historique, mais il dit qu'il reste très prudent. Vous êtes également assez prudent sur cette annonce? Je demande à la CEDEAO, aux habitants de la CEDEAO d'être vraiment vigilants. Justement, je suis prudent. Je ne l'annonce pas comme un événement historique. Pour moi, ce n'est pas encore un événement historique parce que vous voyez les conditions, les contextes dans lesquels l'annonce a été faite. Ce serait vraiment un événement historique lorsque nous retrouverons autour de la table
et tous les chefs d'État de la CEDEAO, y compris le président français, unanimement annoncé la fin du franc CFA. Là, on peut saluer l'événement historique. Sinon, se retrouver en singleton dans un concert de chefs d'État, s'isoler pour avoir un accord avec un chef d'État. Or, nous savons déjà tout ce qui entoure les discussions de cette monnaie. Vous savez, ce n'était pas... c'est pas un projet que les chefs d'État ont pris comme ça à court. Ça remonte de 2000. Ça remonte des années 2000 et les chefs d'État avaient envisagé une monnaie pour les pays, tous les pays de la CEDEAO, non pas seulement les pays ayant le français en commun ou bien utilisant le franc CFA. Donc, ils ont lancé le processus pour d'abord 6 pays. Les 6 pays, le Nigeria, le Sierra Leone, Gambie et consorts, etc. C'est 6 pays et après, ils vont l'élargir aux autres pays de la CEDEAO. Maintenant, à partir d'un moment, ils ont senti qu'il y a eu blocage, mais également, ils ont senti qu'il y a beaucoup de réformes au niveau des pays de l'UEMOA. Rapidement, ce que Ouattara est en train de faire, c'est comme il est en train de mettre la charrue devant le bœuf. Ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas à la zone monétaire ouest-africaine de rejoindre l'UEMOA. Par contre, c'est l'UEMOA qui doit rejoindre la zone monétaire ouest-africaine. Donc, en prenant les choses sur cet angle, comme s'il agit au nord de l'UEMOA, ça pose un problème parce que les autres pays vont se sentir frustrés. Le président en exercice de l'UEMOA. Oui, mais est-ce que c'est l'UEMOA qui prend la décision? L'UEMOA n'est pas supérieur à la CEDEAO. En fait, il y a 2 monnaies qui circulent. Nous avons 2 types d'échos qui circulent. Il y a l'écho de Ouattara et l'écho de la CEDEAO. Nous parlons de quel écho? Est-ce que nous parlons de l'écho de la CEDEAO ou bien l'écho Ouattara? Si c'est l'écho Ouattara, ça n'engage que Ouattara et Macron. Le reste, les chefs d'État vont s'asseoir et décider parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous devons verser autour de cette table. Eric Johnson, Kofi Kondo vient de jeter le pavé dans la mort parce que beaucoup n'ont pas compris. Il y avait un projet de monnaie unique de la CEDEAO qui devait s'appeler l'ECO. Alors voilà, on se retrouve, on nous dit la monnaie, le franc CFA va désormais s'appeler l'ECO. Les gens ne comprennent plus à quoi on joue là. Je suis tout à fait d'accord. Je parlais tantôt de la manière dont l'annonce a été faite. Il aurait fallu, parce que très sincèrement, je pense que même les opérateurs économiques ne comprennent pas grand-chose de ce qu'on appelle aujourd'hui éco. L'éco, c'est quoi? C'est le résultat de discussions entre Ouattara et Macron, ce qui va enlever juste le franc CFA des 8 pays qui utilisent cette monnaie-là, où l'éco, c'est une monnaie de la zone CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chefs d'État ont commencé cette discussion-là il y a très longtemps. Alors, qu'est-ce qui bloquait? Vous avez une économie très forte de la CEDEAO qui est le Nigeria, qui a été toujours réticente par rapport à l'installation d'une monnaie unique de la CEDEAO. Et les raisons, nous les connaissons. Sauf que les chefs d'État veulent coûte que coûte que cette monnaie soit instaurée pour faciliter les échanges entre les différents pays, sinon entre les 385 millions d'habitants de la CEDEAO. Et aujourd'hui, lorsqu'on annonce l'écho qu'on va démarrer avec les pays de l'UEMOA pour que les autres pays de la CEDEAO suivent la marche, je crois qu'il y a un vrai souci. Et M. Kondo a bien raison de le souligner. Il faudrait maintenant que les gens ont dit dans la semaine que les chefs d'État, plusieurs chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas réagi face à cette annonce. C'est aussi très curieux. Hein. Voilà. Non, on n'a même pas eu de tweet qui salue ou qui désavoue, rien, silence radio. Je crois que quelque part, par exemple, en Guinée, il y a eu une réaction pour dire que la Guinée ne s'emballe pas par rapport à cette monnaie éco.
on parlait du président Faure qui n'a pas réagi, alors qu'on le connaît très bien. Déjà, son passage au Sénégal pour cette conférence la dernière fois, et on a compris que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le mécanisme monétaire et tout, mais quand il n'a pas réagi, ça, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout à fait logique du moment où il n'y a pas eu de concertation en tant que telle avant cette proclamation. C'est ce que nous tous, nous dénonçons. Abdel Badassé, vous avez compris ce qui s'est passé à Abidjan. On a vu, je pense en matinée, Ouattara fait l'aller-retour entre Abuja et Abidjan. Abuja, où il y avait le sommet de la CEDEAO. Et de retour aux côtés de Macron, il annonce que le CFA va devenir l'écho. Alors que l'écho, même quand on prend le terme écho, c'est ECOWAS en anglais qui fait l'écho. On n'a pas compris pourquoi l'UEMOA s'approprie d'une réflexion qui était menée par la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO. Effectivement, c'est ce qui est inquiétant dans cette réforme que la Côte d'Ivoire et la France sont en train de mener, je pense. Je n'ai pas compris également pourquoi, avec cette annonce-là qui est très capitale, ce n'est pas un petit événement, mais M. Ouattara devait avoir à ses côtés ses pairs de l'UEMOA. Même s'il est l'actuel président en exercice de l'UEMOA, du moins pour cet événement qui est un événement très important pour la vie économique de l'Union, mais il fallait la présence quand même de ces pairs pour pouvoir rehausser et confirmer quand même aux habitants de l'UEMOA que ça vient, cette décision émane de tous les chefs d'État qui sont présents. Mais aujourd'hui, si la monnaie éco qui a été annoncée depuis avec la CEDEAO, si aujourd'hui l'UEMOA s'en approprie, alors est-ce que la démarche engagée par la CEDEAO va encore aboutir? Alors, est-ce que ce n'est pas un conflit déjà qui est créé entre les États de l'Union, de l'UEMOA et les autres États de la CEDEAO qui ne font pas partie de cette organisation? Nous inquiétons. Nous pensons que M. Ouattara, comme l'a dit M. Comte tout à l'heure, a mis la charrue devant les bœufs, et nous devons faire très attention, surtout lorsque nous parlons de notre monnaie qui va régler notre vie. Et puis, il y a aussi la ministre des Finances du Nigeria, Zainab Shamsuna, qui a estimé que la mise en œuvre de l'éco en 2020 n'était pas certaine, jugeant qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour répondre aux critères de convergence. Ça veut dire qu'au niveau CEDEAO, si on prend le géant Nigeria, le Ghana qui n'est pas aussi faible que ça, le Libéria, tous ces pays qui ont leur propre monnaie, il y aura de l'hésitation à venir à cet éco qui se présente là? Monsieur Samuel, je sais qu'il y a un choix stratégique que les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO ont fait, mais ça paraît aujourd'hui comme une erreur. C'est vrai que dans la gestion du franc CFA, il y a les Français comme administrateurs à la BCEAO. Mais lorsqu'il s'agit de jeter sur la table le projet de l'éco, en fait, il y avait un projet qui a été accouché et les gens étaient en discussion. Mais l'ingérence de la France dans le projet était un choix de l'UEMOA. C'est l'UEMOA qui a invité la France à la table de discussion sur ECO par peut-être notre président qui est le président en exercice de l'UEMOA toujours, qui a invité la France, et la France était là comme partenaire, non pas pour jouer ce jeu. Mais est-ce que ce n'est pas une conclusion typiquement fondée sur la table de diviser pour régner une politique, une diplomatie choisie par la France afin d'éclabousser un peu le projet en mettant en conflit les différents chefs d'État? Du coup, je sais qu'aujourd'hui, il serait très difficile, puisque quand nous parlons de la CEDEAO, nous parlons en majorité des pays francophones. Nous parlons très bien des pays francophones et nous connaissons nos réalités. Ces réalités voudraient que les gens tirent mort du cuisse à leur pouvoir
aux dépens de leur population, mais en jouant le jeu de la France. Donc la France voulait avoir toujours la même mise sur la nouvelle monnaie. Ce qui déplaise naturellement beaucoup de pays comme le Nigeria, le Ghana et les autres pays lusophones que nous avons dans notre espace. On sait très bien que quand on parle de la monnaie, on parle fortement des enjeux politiques. Et quand on parle des enjeux politiques, il y a des déterminants qu'il faut considérer. Ces déterminants que nous devons considérer doivent interpeller les uns et les autres. Et c'est pour cela que j'attire l'attention du chef d'État ghanéen, qui est le chef de file, qui est mandaté par ses pairs pour conduire le projet ECO, d'écrire, d'adresser un courrier express à son homologue ivoirien et copie à la France pour qu'une assise soit donnée. Nous savons, tout récemment, lorsqu'on a eu les éléments de la force française qui ont été tombés sous le coup des armes par les mains des djihadistes, les Barkhane, on sait comment la France a réagi spontanément en invitant ses homologues africains sous forme d'une convocation. Sous forme d'une convocation. Pourquoi on parle des enjeux? Quand on parle de la monnaie, c'est la destinée des peuples qu'on est en train de parler. La France ne convoque pas une assise pour qu'on puisse discuter d'une manière formelle les questions. Alors, je pense aussi qu'il faut peut-être regarder la réticence de certains pays de la CEDEAO par rapport à la parité de l'éco à l'euro, normalement au franc français. En réalité, c'est peut-être ça aussi qui explique leur réticence. Est-ce qu'ils souhaiteraient que la nouvelle monnaie ait encore une parité avec le franc français ou... En tout cas, au niveau CEDEAO, je pense que ce qui est souhaitable, enfin, ce qui avait été annoncé, c'est qu'il y ait un panier plus large de devises avec lequel l'euro, l'éco, pourrait, en tout cas, on pourrait avoir cette parité-là avec un panier de devises et non uniquement avec l'euro, qui a une monnaie forte et ça agit. Une parité avec taux fixe ou avec un taux flottant. Un taux flottant. Parce que là, ce qui ne va pas changer, en tout cas à Belbadassé, avec l'éco qui s'annonce, c'est que la parité fixe est maintenue avec l'euro. 1 euro, ça fait 655,96 francs CFA. Même chose avec l'éco. Et puis la garantie de la France, Paris conserve son rôle de garant financier pour les 8 pays de l'UEMOA. C'est ça qui est dommage. Et le fait que l'éco puisse être arrimé à l'euro avec une parité fixe, je crois que ça va agir beaucoup sur nos économies. C'est ça qui n'a jamais aidé. Moi, je soutiens fermement le projet de la CEDEAO par rapport à l'éco là, qui voudrait que nous puissions avoir toute une panoplie de monnaies avec lesquelles l'éco pouvait être convertible. Mais aujourd'hui, si on reste encore et on demande encore la garantie de la France, c'est comme si c'est un habillage, comme vous l'avez dit au niveau du thème, c'est un habillage qu'on fait. On habille le franc CFA et ça devient l'éco. Je pense que nous devons faire très attention et que j'invite humblement les chefs d'État de la zone UEMOA à s'investir dans cette question pour que vraiment la question de la parité soit rediscutée avec la France, que nous ayons un certain nombre de monnaies avec lesquelles l'éco peut être convertible. Sinon, rester encore avec l'euro, je pense que cela va porter un coup dur sur nos économies. Lorsque nous prenons l'Union européenne, lors de la réalisation de la monnaie unique, ça a été très difficile. Je pense que les États comme l'Allemagne ont lâché difficilement parce que la monnaie, c'est une identité pour le pays. Et c'est très difficile de perdre cette identité-là au profit d'une identité collective. Vraiment, l'Angleterre est restée dans l'euro sans jamais laisser la livre. Voilà. Donc, vraiment, c'est une question qui n'est pas encore... Je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on pouvait trancher. Il faut encore des réflexions pour sortir de cette situation. Mais il faut quand même le dire, c'est vrai qu'on annonce que ce sera en 2020, mais très clairement, ce n'est pas en 2020 qu'on aura l'éco entre les mains. Non, on ne pourra pas avoir l'éco en 2020 entre les mains, simplement parce que
cette monnaie viendrait renforcer notre plan d'intégration que la CEDEAO a mis, puisque c'est pour cet objectif même que la CEDEAO a été créée, l'intégration. Et du moment où nous ne serons pas d'accord unanimement sur la monnaie à utiliser, je crois que ça mettrait en mal le projet d'intégration. Et donc 2020 est trop précoce pour parler de la circulation de la monnaie. Trop précoce et surtout qu'on n'a pas encore un programme établi sur comment cela va se faire, parce que d'abord il faut beaucoup de communication, discuter avec tous les acteurs économiques pour vraiment voir la portée de cette monnaie dans l'économie sous-régionale. Mais par contre, je dis, la parité à taux flottant est un grand risque pour nous. Parce que si vous prenez le cours des matières premières qui ne sont jamais décidées par nos États, mais par contre, de quelque part, de certaines bourses, attention, parce que on risque de passer tout de suite à une dévaluation de notre monnaie unique. C'est très important de mettre l'accent là-dessus pour qu'on ne perde pas quand même de vue cette parité-là. Parité à taux fixe, parité à taux flottant, la question reste posée et il faudra quand même voir la chose sous plusieurs angles. En tout cas, Monsieur Samia, deux éléments. Je crois quand même que les chefs d'État et de gouvernement ne doivent pas considérer la population africaine de l'espace CEDEAO comme des analphabètes ou comme des imbéciles. Mais nous sommes à 70%. Comme des imbéciles. Donc, du coup, nous sommes à 70% analphabètes, mais pas pour autant. Pas pour autant, parce que nous avons nos langues dans lesquelles, lorsqu'on communique avec nous, nous ne sommes plus des analphabètes. Puisque lorsque il faut lancer un projet d'envergure comme ECHO, à défaut d'avoir le poids pour discuter avec la France, autant se rabattre sur la population et discuter par voie référendaire pour que la population décide. Le vrai souci, c'est que la population... c'est ça. Le vrai souci, c'est que la population ne comprend pas grand-chose sur ce qu'est nous avons des monnaie. Et le poids... Quand ça va être choisi comme ça, qu'il y aura une communication. Tu as été rendu trop élitiste. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, ce sont justement ces élites-là qui nous ouvrent les yeux, qui nous permettent de comprendre au mieux la chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut forcément mieux communiquer, discuter avec toutes les parties prenantes avant de passer à cette monnaie. Non seulement les élites, mais nous avons tous les partenaires qui nous permettraient de tuer le franc CFA et de nous départir complètement de la France. Nous avons les pays européens, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ceux-là sont contre le franc CFA. Et on sait... En même temps, ils le font aussi parce que c'est leurs intérêts. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. L'Afrique soit naïve et pense qu'il y a d'autres qui l'aiment. Quand nous allons discuter, nous savons, lorsque nous sommes là, nous savons déjà que nous devons assumer notre histoire. Quand nous partons de l'esclavage, de la colonisation, jusqu'à l'assujettissement monétaire aujourd'hui. Il faut que nous soyons conséquents envers nous-mêmes pour assumer notre histoire. D'accord. On va évoquer maintenant le sujet suivant, la Côte d'Ivoire. Là-bas également, c'est là-bas que l'écho a été annoncé. Ce pays est confronté également sur le plan politique à une autre réalité. La justice ivoirienne a précisé jeudi donc des accusations contre Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, également ancien chef de la rébellion, candidat déclaré à la présidentielle 2020. Il préparerait, selon la justice, une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Des accusations balayées par sa défense. Le procureur de la République d'Abidjan, Richard Adou, a tenu une conférence de presse dans la journée de ce vendredi. On va suivre dans ce reportage cette conférence de presse avant de revenir pour le débat. Une conférence de presse 3 jours après le retour avorté de Guillaume Soro à Abidjan. Jeudi, face aux caméras du monde entier, Richard Adou, le procureur de la République ivoirienne, tente de démontrer, preuve à l'appui, l'implication de l'ex-chef rebelle dans une éventuelle insurrection civile et militaire
dans le seul but de s'emparer incessamment du pouvoir. Monsieur Soro Guillaume a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Selon la justice ivoirienne, Guillaume Soro préparait un complot contre l'autorité de l'État en deux parties. D'abord, une opération de communication à l'étranger pour jeter le discrédit sur le régime ivoirien, puis une insurrection en bonne et due forme. Une machination politique dénonce la défense et les soutiens de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pour l'heure, Guillaume Soro lui-même n'a pas réagi aux nouvelles accusations contre lui. Sauf que de son exil en Espagne, le candidat déclaré du GPS à la présidentielle de 2020 fait l'objet d'un soutien indéfectible de l'opposition ivoirienne qui, dans l'ensemble, condamne le mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Voilà donc la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Abel Hezou, la Côte d'Ivoire en 2020 se prépare à organiser la présidentielle. Il faut dire que les événements qui arrivent là font craindre le pire. Oui, bon, avant les événements, je dirais que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une poudrière. Et il suffit d'une petite étincelle pour que la Côte d'Ivoire s'embrase. Et vraiment, c'est regrettable que des alliés d'hier en soient venus à cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment la politique a des faces qu'on n'arrive pas à maîtriser. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre de la Communication, ministre de l'État, de la réinsertion, il a gravi pratiquement tous les échelons. Mais c'est aujourd'hui qu'on trouve que c'est un rebelle, un ex-rebelle. Il a été. Il a été. Mais qui l'a fait aujourd'hui roi? Mais c'est le président Alassane. Mais si aujourd'hui ça ne va pas, je pense que le président Alassane lui-même est l'auteur de la situation de pourrissement actuel qui sévit en Côte d'Ivoire. Et toutes les accusations portées contre Guillaume Soro aujourd'hui, je trouve que ces accusations n'ont pas de fondement. Franchement, lorsque l'audio dont on parle, lorsqu'on écoute l'audio, c'est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels on pouvait se fonder pour le prendre, mais franchement... Et puis son avocate ne conteste pas l'authenticité de l'enregistrement, mais dit que ça date de 2017. Oui, c'est là où il y a le hic. Bon, lorsqu'il affirme que c'est vrai, cet audio provient de son mentor, bien de Guillaume Soro, et que ça date de son client, ça date de 2017. Mais il y a des éléments dedans qui font froid au dos. Oui. Lorsqu'il dit qu'il tient la commande entre les mains, qu'à tout moment, il suffit d'appuyer pour faire déclencher. Mais je pense que si réellement il détenait ça depuis, mais pourquoi ne pas enclencher un processus pour mettre Guillaume Soro devant la justice pour qu'il puisse répondre et attendre au jour d'aujourd'hui pour sortir un audio qui date des années. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent faire très attention. Le passé qu'ils ont connu, et il n'est pas encore effacé dans la mémoire de certains Ivoiriens pour que nous ne puissions pas revivre encore les mêmes situations. Eric Johnson, il est très connu chez nous, cet adage qui dit que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. On essaye de trouver de la rage à Guillaume Soro ou bien il y a des faisceaux d'éléments qui permettent de dire que le monsieur voulait prendre le pouvoir coûte que coûte. J'ai dit Guillaume Soro, en 2000 déjà, Guillaume Soro, pour moi, c'est un politicien précoce. C'est-à-dire que très rapidement, étudiant, président de la FECI, et tout de suite, il se retrouve à la tête d'un groupe. Attention, c'est un groupe d'abord, et après, il est devenu le porte-parole d'une rébellion. Il n'a jamais dit qu'il fait partie de cette rébellion, mais qu'il est juste
leur porte-parole parce que le message véhiculé par cette rébellion lui convient et tout. Et après, aux côtés d'Alassane Ouattara qui voulait avoir le pouvoir, et ainsi de suite, Guillaume Soro a gravi tous les échelons et se retrouve aujourd'hui. C'est un ambitieux. Quelqu'un qui a franchi toutes ces étapes-là, il ne lui reste que la présidence. Et Ouattara le savait. Très tôt, Ouattara a voulu l'anéantir pour lui dire, écoute, je suis encore là, tu restes toujours sous ma protection, et quand j'aurai fini, tu peux passer. Mais Ouattara ira-t-il aux prochaines élections présidentielles? La question reste posée encore. Mais s'il a l'ambition d'y aller, il lui faudrait un soutien comme Guillaume Soro. Et voilà ce monsieur qui dit, moi-même je veux la chose tout de suite. Ah, et c'est de la patate chaude là. Et je la veux pour moi. Mais Ouattara ne peut en aucun cas accepter que son élément, comme eux-mêmes ils disent en Côte d'Ivoire, son élément devienne tout de suite son adversaire sur le terrain. Ça ne peut pas je continue en disant que, vous savez, Guillaume Soro a du soutien. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'ici, on avait déjà fait une émission où on a parlé un peu des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je disais que Guillaume Soro sera candidat. Et j'avais donné des arguments qui sous-tendaient quand même cette réflexion. Aujourd'hui, je pense que nous avons raison, nous qui pensions qu'il sera candidat. Et pourquoi Guillaume Soro est arrivé à un niveau où lui-même, qui était accusateur, est devenu accusé. C'est-à-dire que c'est la méthode qu'ils ont eue à utiliser pour balayer du revers de la main certaines personnalités. C'est la même méthode qu'on est en train d'utiliser contre lui. Il en est conscient. D'accord. Kofi Congo, en même temps, Guillaume Soro est-il en train de payer une trop grande ambition, un empressement à prendre le fauteuil? Je regarde plutôt le peuple ivoirien. J'assimile la politique au syndrome du sida qui tue le système immunitaire de ses victimes. Et la victime ici, ce n'est que le peuple ivoirien. Guillaume Soro, qui est-il? Un homme politique aujourd'hui qui a son actif dans son parti. On dénombre 50 000 membres. Sous Guillaume Soro, reste à vérifier. Je crois que ce monsieur, quoi qu'on dise, fera long feu. Il fera long feu, pourquoi? Parce que, en fait, comme on le dit souvent dans notre jargon, allez que mieux nous tossoyons, et ne pas que comme nous accrons le toit. C'est un fruit, une noisette. Il faut torréfier ça avant de le manger. Et donc, si vous mangez ensemble, il faut aller ensemble à la rivière pour laver la bouche. Sinon, si certains lavent la bouche et d'autres ne mangent pas, ne se lavent pas la bouche, on saura que vous étiez allé manger. Ça se voit un peu. Donc, ils sont ensemble dans un projet pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et le rôle que Guillaume Soro a joué, ce n'est pas un visage caché, c'est un visage découvert. Et ceux qui l'ont soutenu n'ont jamais laissé d'empreinte. Des hommes comme Ouattara, ils n'ont jamais laissé d'empreinte. Je serai à la place de Guillaume Soro. Je me mettrai en silence tout en recherchant des preuves que je peux porter contre Ouattara. Et chercher une alliance avec Gbagbo. Ça aurait été mieux que de vouloir se découdre tout de suite de Ouattara sans avoir des preuves du financement de la rébellion et de la guerre qui avait chassé Gbagbo au pouvoir.
il estime qu'il en a, parce que je pense qu'il avait dit que quand on parlait de cet enregistrement, il dit non, nous avons des enregistrements de 2002, de 2010, de 2011, 2013 et tout, hein, qu'il a des choses. Maintenant, est-ce que ça va le servir de sortir tout cela, de faire le grand déballage aujourd'hui? Vous savez, on sait comment Guillaume Soro a quitté l'hémicycle. Depuis cette étape, Guillaume Soro devait être averti des conséquences de cette démission. Et donc, il devait déjà prendre les dispositions en commençant par accabler Ouattara. Déjà, il y a des affaires devant la TPI. Et donc, moi, je crois quand même que parfois, nos politiciens sont un peu bornés. Ils sont dans la fougue, dans l'esprit de revanchard, et puis ils ignorent l'essentiel. Abel Badassé, quand on l'accuse de préparer une insurrection civile et militaire en même temps, avant qu'on puisse se débarrasser de lui, en tout cas le renvoyer en Espagne, les informations ont laissé entendre que Alassane Ouattara a rencontré les anciens alliés dans l'armée pour leur dire cette affaire ne vous concerne pas, vous n'avez rien à voir dedans. C'est avec qui il veut faire l'insurrection militaire, si avec ces mêmes militaires on leur dit vous n'êtes pas concerné. C'est ce qui est contradictoire dans toutes les accusations qu'on porte contre Guillaume Soro aujourd'hui. On ne comprend pas. Moi je vois là-bas une machination de pouvoir pour pouvoir se défaire de Guillaume Soro parce que officiellement il a annoncé sa candidature. En réalité, Guillaume Soro va être une menace pour le pouvoir en place au cas où il posait sa candidature. Parce que jamais, il ne va jamais vouloir accepter faire une... Peut-être, si au cas où il y avait un second tour, se rallier à Ouattara. Donc, Ouattara se sent aujourd'hui menacé par son ex-dauphin. Et pour lui, il faut tout faire pour l'écarter. Sinon, pourquoi ne pas laisser l'avion de Guillaume Soro atterrir et on le prend et il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires là-dessus. Il semblerait que les autorités ivoiriennes n'ont jamais interdit l'atterrissage. C'est lui-même qui a rebroussé chemin, qui allait atterrir au Ghana. Bon, là, si puis est reparti. Qui se prépare. Je pense que s'il a rebroussé chemin, peut-être qu'il a évité. Il craignait d'être arrêté. C'était sûr. S'il atterrissait, il devait être arrêté. Bon, je pense, pourquoi attendre que Guillaume Soro aille en tournée d'abord avant de pouvoir lancer le mandat d'arrêt? Si tant est que le gouvernement ivoirien était sûr que les informations, les accusations dont on portait contre Guillaume Soro étaient vraies, fondées, il devait attendre calmement. Guillaume Soro va être de retour du voyage, il serait dans le pays, on lance le mandat d'arrêt, on le prend. Est-ce qu'il y avait, Eric Johnson, eu une volonté de l'écarter, en tout cas de l'envoyer loin de la Côte d'Ivoire? C'est une évidence, parce que même l'arrestation de Guillaume Soro va poser un vrai souci dans le pays, un vrai souci sécuritaire. Si Ouattara est allé dans les camps pour voir les alliés militaires de Guillaume Soro pour leur dire écoutez, cette affaire ne vous concerne pas, c'est parce qu'il connaît la réaction de ce groupe-là. Guillaume Soro, arrêté en Côte d'Ivoire, je pense que le pays allait tout de suite s'embraser. Et il fallait éviter cela. Donc, le mieux, c'est de le pousser loin du pays pour qu'il ne constitue pas une menace directe dans le pays. Mais ce n'est pas encore fini, comme on dit, qui a du boira. Guillaume Soro a cheminé avec une rébellion. Est-ce que cette rébellion-là est complètement effacée de la scène politique ivoirienne? C'est la question. Je vais vous retirer la parole parce qu'on doit aller à la pause, poursuivre le journal et dans une dizaine de minutes, on est de retour pour la seconde partie.